Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une pièce d'équipement assez intéressante. Il s'agit d'un compteur Geiger, selon, pour la radioactivité, les radiations. Il s'agit d'un BEREG IRI-1 fabriqué euh, après les incidents de Tchernobyl. Donc, celui-ci date de 1990. Vous allez comprendre pourquoi ici. Il ne s'agit pas d'un instrument de précision, mais plutôt de prévention. Vous allez le voir par son affichage analogue et certaines de ses fonctions vraiment très de base. L'appareil permet la détection du rayonnement bêta, gamma et des rayons X. L'unité de base de mesure, on peut le voir dans le cadran ici, là, je vous mettrai une image, c'est le milli-Röntgen. Donc, c'est une ancienne mesure de la radioactivité. Et dans le manuel, on va voir aussi, il y a une conversion en millisievert, par exemple. Donc, un peu spécial. Mais comme je vous dis, il ne s'agit pas d'un instrument de précision. Détaillons quelques éléments. Ce modèle que j'ai trouvé ici était en très bon état, sauf qu'il manquait les deux comme commuteurs ici mais ça ne change absolument rien pour les fonctions que je vais vous décrire dans quelques minutes. Sur l'écran principal, en haut, on voit trois couleurs, vert, jaune et rouge. Et la mesure de l'aiguille, je parlais tantôt de l'unité de mesure, donc vous avez de 10 à 60, de 60 à 120 et de 120 à 250 milliröntgen. J'ai roulé mon R. Donc voilà, je vais vous donner quelques informations, mais comme je vous dis, ça sert, comme je vous dis, d'élément de détection ou de prévention. Les deux interrupteurs que vous voyez ici à l'avant, bon, lui du milieu permet de vérifier les batteries. Donc on pèse, je ne sais pas si on voit bien l'écran. Donc quand vous êtes dans le rouge, c'est bien. Ensuite, vous avez l'interrupteur sonore et l'ouverture du circuit lui-même. Donc, quand on ouvre le son, et ensuite on ouvre le circuit. Donc voilà, on entend. Qu'est-ce qu'on entend actuellement? C'est le rayonnement de fond, les radiations naturelles que l'on retrouve dans la nature. Donc voilà, quand on va être plus tactique, donc on voit l'aiguille, mais le son est coupé. Maintenant, poursuivons dans quelques autres détails. Bon, à l'arrière, vous avez une attache de ceinture ou autre et le boîtier de batterie qui est un peu particulier à l'intérieur. Le boîtier lui-même est de plastique un peu douteux. Okay? On voit que ce n'est pas des standards militaires du tout, mais assez mince pour bien sûr faire que les particules bêta, par exemple, puissent traverser le boîtier lui-même. Évidemment, avec les rayons gamma et X, il n'y a pas de problème. Maintenant, pour les batteries, c'est un peu particulier. Donc, le boîtier s'ouvre généralement, comme je le dis, de manière, comme tout appareil électronique ou électrique. Et il y a deux compartiments. Un ici que vous voyez à gauche, un peu plus long, et un plus petit à droite. Je n'ai pas les batteries, je n'ai pas remarqué le type, mais ça doit être une batterie très particulière de l'époque. Mais ici, vous pouvez, par exemple, utiliser des batteries. Exemple, ici, des CR 2032, par exemple. Vous en mettez deux. C'est un circuit qui est environ 5,5 ou 6 volts. Il y a une assez grande tolérance. Ici, j'ai réussi à trouver une batterie particulière. Ce sont des 476A qui sont exactement 6 volts à 105 milliampères. Donc, voilà. Ce qui donne en général environ un circuit ouvert sans détection. Vous avez 42 heures d'utilisation. Et si vous êtes en détection constante, vous avez environ 17,5 heures par batterie. Mais évidemment, ça varie selon le type de batterie que vous utilisez. Mais c'est bon de savoir que vous pouvez mettre deux types
de batterie, donc vraiment en mode post-apocalyptique, assez intéressant. Et ici, pour la forme, je me suis mis une espèce de caoutchouc, on pourrait dire, moulé, là, parce qu'évidemment, ce n'est pas une batterie standard pour cet appareil. Mais j'ai regardé d'autres YouTubers, d'autres utilisateurs, et ils font exactement les mêmes choses. Certaines autres personnes se sont créées une impression 3D aussi, entre autres, pour des batteries. Donc, voilà. Donc, à l'intérieur, je vais vous montrer une photo ou un petit bout de vidéo. C'est un appareil relativement simple. La chose importante est de ce côté-ci. C'est bien sûr la chambre d'ionisation, pardon, le tube. C'est un tube très connu, c'est un SBM20. Vous pouvez en procurer sur... j'en ai vu sur Amazon, par exemple. Donc, c'est un favori de plusieurs personnes qui veulent se monter des kits, par exemple, ou des trucs du genre. Et, on va remettre ça. Et à noter aussi, c'est que cet appareil était distribué justement en kit. Donc, sûrement pour réduire les coûts et aux civils. Donc, je vous montre encore là une photo. Donc, vous receviez votre boîte, votre truc, et vous montiez l'appareil lui-même pour vous protéger des méchantes radiations émanant de certains réacteurs nucléaires. Donc, juste un petit coup d'œil sur le manuel lui-même. Évidemment, c'est écrit en russe, donc 1990. Vous avez plusieurs informations à l'intérieur. Bla, 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 bla. Opération. Les couleurs. Ici, vous voyez justement la table que je vous parlais de conversion 10, 60, 60, 120, 120, 250, et avec une conversion en micro-sievert, je crois. Le ratio entre les Röntgen et les sieverts, c'est environ 1 pour 10. Je me suis amusé à faire une table un peu, juste un calcul rapide. Évidemment, ce n'est pas hautement scientifique, puisque l'appareil, comme je vous dis, n'est pas un appareil de précision. Donc, j'ai regardé, exemple, pour si on serait dans le rouge au maximum, par exemple, à 250, j'ai calculé, pour faire une conversion pour 1 sievert, okay, qui serait une mesure nocive, un sievert est environ équivalent à 107 185 milliröntgen. Donc, si on serait à 250, il faudrait passer, et j'ai calculé ici, environ 428 heures, ou grossièrement 18 jours, dans cet environnement pour accumuler un sievert, qui serait évidemment une dose dangereuse. Et évidemment, comme l'appareil ne va pas au-dessus de ce 250, donc on ne peut pas savoir si on est exposé à des doses, par exemple, supérieures. Mais c'était pour vous montrer que la calibration de l'appareil est vraiment faible. OK? Donc, comme je vous dis encore, c'est préventif. Vous approchez d'une zone, ah, OK, on rentre et on sort. Si vous voyez vraiment que l'appareil va dans le fond, comme je vous dis. Mais c'est intéressant. C'est une pièce, comme je vous dis, j'ai mis la main dessus ici à Québec, donc par une personne. Intéressant. Ça fait très, j'aime bien, ça fait très Fallout, je voudrais dire, jeu vidéo un peu. C'est une manière rapide de lire. Donc, vous gardez ça sur vos équipements, vous entendez les bip, bip, bip. Donc, pièce d'équipement intéressante. Évidemment, il y a beaucoup mieux pour un prix similaire, mais c'est une pièce, on pourrait dire, d'une époque très, très, très guerre froide, donc vraiment très Tchernobyl. Et on la retrouve encore, cette pièce d'équipement-là, sur vos sites d'achat favoris. J'en vois encore beaucoup sur eBay spécialement et sur Etsy, entre autres. Les prix varient énormément. J'ai vu des revendeurs, bien sûr, directement de la source, c'est-à-dire en Ukraine. Donc, mais les prix varient beaucoup. Comme je vous dis, c'est vraiment une pièce d'équipement. C'est pas la top pièce de survie, si on pourrait se permettre. Mais ça fonctionne. C'est mieux d'avoir quelque chose que rien. Et comme je vous dis, c'est vraiment très intéressant d'avoir un affichage
analogue. Comme je vous dis, ça fait très jeu vidéo, mais la pièce d'équipement en tant que telle, elle est très fonctionnelle. Donc, voilà, belle petite pièce intéressante. Et si vous avez un léger surplus d'argent ou autre, ben, procurez-vous cette pièce-là et mettrez ça dans votre salon pour entretenir des discussions nucléaires. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.